par le dernier orateur qui est Philippe Marc, membre extrêmement important de cette noble académie. Il a été secrétaire général pendant des années et il va nous parler donc de la vie après le cancer du sein, c'est ça? Donc je conclus avec Patrick sur le dialogue précédent avec l'intervenant précédent. L'intervenant précédent, c'est un homme exceptionnel. Il est guéri de 4 maladies très graves. Il va bien. Il maîtrise très bien sa vie professionnelle. En fait, il est son propre thérapeute. Donc, et j'ajoute qu'il parle d'universitaire. En réalité, tout ce dont il a parlé, c'est réglementaire, qui n'a rien à voir. Alors, Richard Villet est absent, il vous prie de l'excuser. Il m'a demandé de vous donner connaissance d'un rapport qu'il a fait à l'Académie de médecine l'année dernière, ce qui montre l'excellence des rapports entre les deux académies, avec Laurent de Gosse, Jacques Roessé, Claude Hurier et Jean-Pierre Triboulet, sur le retour à la vie normale après traitement d'un cancer, chez l'adulte. On ne parlera pas du tout des enfants. C'est un vrai sujet. Depuis 40 ans, vous l'avez tous constaté, il y a une augmentation de l'incidence globale des cancers en France, une diminution de la mortalité globale de ces cancers. Donc, ça va mieux. La survie nette a progressé entre 89 et 93 et 2005-2010 pour les 4 cancers les plus fréquents. La prostate de 72 à 94%, le sein de 80 à 87%, le colorectum de 54 à 63%, et même le poumon, qui a pris 4 points de 13 à 17%. Pendant cette période, la population en survie d'un cancer, qui augmente à peu près de 260 000 personnes par an, est passée de 3 millions en 2008. Alors il y a une progression de 18 millions en 2022. Je ne sais pas à combien maintenant. La survie après cancer est fondée sur le programme personnalisé de l'après-cancer qui a été détaillé par le plan cancer 2 en 2009-2013 et repris par le plan cancer 3 en 2014-2019. Il est caractérisé par 2 événements, l'arrêt des traitements et le début de la surveillance. Et il pose aux patients une question d'une ambivalence très pénible. Suis-je guéri ? Ou suis-je en rémission? Et nous savons tous que les rémissions prolongées confinent à la guérison. Mais qu'est-ce que c'est qu'une guérison? Alors il y a 2 aspects à la notion de guérison. Une annonce objective, c'est l'OMS, disparition des signes et des symptômes d'une maladie avec retour à la santé. Mais pour le patient, ce n'est pas du tout ça. C'est un sentiment très subjectif d'intégration mentale entre l'annonce du cancer et de son évolution potentielle et sa situation. Où est-ce qu'il en est? Et en fait, il ne se sent guéri que quand la peur de mourir du cancer a disparu. Ça suppose un nouveau statut social entre santé et maladie, un état intermédiaire un peu flou qui n'est absolument pas bien précisé actuellement. Ce sentiment de guérison a des aspects très personnels que vous connaissez tous. Hein. C'est facile à concevoir. L'idée que le patient se fait de sa maladie telle qu'on la lui a expliquée, telle qu'il a vécu avec les traitements et leurs conséquences, les conséquences physiques et psychiques de ce cancer et de son traitement, l'attitude de son entourage et de la société. Donc, ce patient après cancer qui a survécu au traitement revient vers la vie normale progressivement. Et ça a des conséquences. Ça ne se fait pas naturellement, très, très facilement. Des conséquences psychologiques, des conséquences sociétales, des conséquences professionnelles et des conséquences familiales. Et on ne parle là que de la fin du traitement sans récidive et sans situation métastatique. Alors les conséquences psychologiques, ça sous-entend que certaines personnes ont besoin d'une prise en charge personnalisée. C'est comme pour l'obésité, ce qui suppose qu'on envisage de faire, ce qu'on ne fait pas actuellement à ma connaissance, une évaluation psychologique initiale de certains patients atteints de cancer. Les conséquences sociétales, la prise en charge des séquelles, la prévention des récidives par la surveillance médicale, la manière de maintenir les emprunts et les assurances pour que les projets de vie se poursuivent. Conséquences professionnelles, c'est à l'évidence le retour à l'emploi. Conséquences familiales, c'est le maintien de la cohésion familiale, la reprise ou la poursuite d'une sexualité et la sauvegarde de la fertilité pour les patients en âge de procréer. On va y revenir.
Alors cette étude, comme les études de l'Académie de médecine, a consisté en une bibliographie, il y a 26 références dans le petit texte que vous avez là-bas, et une audition de personnalités compétentes pendant toute l'année 2016-2017 sur l'épidémiologie du cancer et des après-cancers, des modes de guérison, sur les aspects psychologiques de la guérison, sur les modalités de conservation de la fertilité, et peut-être que notre président nous en dira un petit mot tout à l'heure, dans les discussions, sur le retentissement socio-professionnel du cancer, sur les soins de support et d'accompagnement, notamment les activités ludiques et sportives. Alors, résultat, pour la vie sociale, il y a toute une... Je ne les ai pas hiérarchisées. Il y a une quantité de mesures, on en parlait tout à l'heure avec l'orateur précédent, que devraient connaître les patients, que devraient connaître les médecins, que devraient connaître toutes les structures environnementales, médicales et sociales qui accompagnent les patients de longue durée. D'abord, il y a la prise en charge à 100%, c'est les affections de longue durée, ça dure 5 ans. Il peut y avoir une prolongation si on craint une récidive ou si on a des séquelles importantes à traiter. Il y a le fameux droit à l'oubli, ça c'est très important, après 10 ans, qui permet aux patients guéris de cancer, entre guillemets, de reprendre une vie normale, de reconstruire éventuellement sa vie, tant personnelle que professionnelle. La carte vitale peut faire l'objet d'une confidentialité pour la famille, pour le notaire, pour l'employeur, pour l'assureur, permettant aux patients en après-cancer, on va dire, de ne diffuser les informations qu'à ceux qui le souhaitent. La prise en charge des séquelles est faite par une association française des soins écologiques de support, l'AFSOS, que tout le monde ne connaît pas et qui a de grosses possibilités. Il faut surveiller son alimentation et prendre des conseils à ce sujet, car les dérives peuvent favoriser dans certains cancers des récidives plus précoces, les carences en vitamines, l'excès de graisse, l'excès de surpoids, les intoxications à l'alcool et au tabac. Enfin, l'activité physique est très importante. L'orateur précédent en a parlé tout à l'heure. Ça stimule les facultés mentales, la qualité de la vie, ça diminue la fatigue, ça permet de mieux réagir et de mieux se reprendre en main. Alors, il existe une convention AERAS, assurée, empruntée avec un risque aggravé de santé, qui lie les banques, les assureurs et les pouvoirs publics et permet aux patients en rémission de cancer de reprendre des activités, de refaire des projets, de se relancer dans la vie. Pour la vie familiale, 2 aspects, la sexualité et la fertilité. Sexualité, c'est très peu étudié, donc je n'en dirai rien. La fertilité, il y aurait 55 000 patients susceptibles de bénéficier de préservation de la fertilité tous les ans en France, davantage de femmes que d'hommes. Ça a été étudié lors de la loi, par la loi bioéthique de 2004, complétée en 2011. On propose les assistances médicales à la procréation, conservation des gamètes, cryopréservation du sperme, cryopréservation ovocitaire. Mais ceci est peu connu. Il y a des régions de France où c'est très mal connu et pas fait ou très peu fait. Et ça demande une diffusion de cette information tant auprès des patients, on l'a dit tout à l'heure, que des médecins, médecins généralistes, mais aussi médecins spécialistes et des structures comment dirais-je, parallèles de santé dans les différents territoires français. Quant à la protection génitale en cas de radiothérapie prépubertaire des ovaires et des testicules, elle est très importante. Et elle est faite par les radiologues dans de bonnes conditions. Pour la vie professionnelle, il y a une enquête VICAN 2, c'est-à-dire vie après cancer à 2 ans, qui date de 2014, qui montre qu'on reprend un travail, mais à une fréquence bien moindre, 20% de moins qu'avant d'être traité. Par contre, le chômage augmente de 4%. Alors, un certain nombre d'institutions travaillent à favoriser le retour à l'emploi. Le plan cancer y insiste. Le plan cancer 3 2014-2019 y insiste. L'INCa et les réseaux ANACT et ARACT y insistent également en coordonnant leurs efforts. La NDRH, qui est l'Association nationale des DRH, a proposé une charte en 4 axes pour les établissements qui souhaitent réaccueillir des patients en rémission de cancer. Il faut accompagner le salarié, former et informer le salarié et son entourage, promouvoir la santé en entreprise et évaluer et partager les pratiques.
Ainsi, on aboutit à une personnalisation de la prise en charge, avec ou sans médecin généraliste, qui est le programme de PPAC, programme de personnalisé après cancer. Voilà. Qui nécessite une adaptation de la nomenclature parce qu'il évolue tout le temps et pour des petits gestes de soutien et de confort. La préservation de la fertilité, il y a des brochures de l'INCa, il y en a plusieurs, qui sensibilisent les professionnels, informent les patients et surtout essayent de corriger le maillage territorial qui pour l'instant est très hétérogène. Le plan personnalisé de soins fait intervenir des infirmières, des pharmaciens cliniciens et des ergothérapeutes spécialement formés au dialogue et aux difficultés au dialogue avec et aux difficultés des patients en rémission de cancer. Et j'insiste à nouveau sur le fait que la santé mentale dépend de la santé physique et inversement. Enfin, je recite la HERAS. En conclusion de ce rapport, l'Académie de médecine fait les 3 recommandations suivantes, qui sont des recommandations de bon sens. Adaptation régulière des règles du droit à l'oubli, parce qu'il évolue avec la société, de cette convention tripartite État, banquier, assureur. Proposition de préservation de la fertilité adaptée au type de cancer, à l'âge des patients et au risque d'infertilité lié au traitement. Et enfin, évaluation psychologique des patients dès leur prise en charge initiale, les informant des conséquences de leur cancer et de son traitement pour leur permettre de faire face à ce qui se passera, même si apparemment tout le monde est content du côté médical. Il s'en est bien sorti. Lui, il faut qu'il s'adapte à sa nouvelle situation. Il est guéri de son cancer, il a bien supporté ses traitements, mais qu'est-ce qui va devenir, comment ça va se passer, etc. Et on retrouve, c'est pour ça que j'ai rajouté cette diapositive, un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de l'obésité. L'information doit être aussi précoce que possible et aussi complète que possible, que le patient sache où il va, comment ça va se passer. Et on retrouve cette notion d'information précoce, complète, etc., pour tout ce qui concerne les activités chirurgicales. L'ambulatoire ne fonctionne bien parce que les gens sont informés. La RAC ne fonctionne bien et permet les sorties précoces après chirurgie majeure que parce que tout est organisé, tout est préparé. Le patient sait bien ce qui va se passer. Alors le soutien psychologique quand il y en a besoin, l'alimentation et la prévention des addictions, bien sûr. On ne peut pas ne pas en parler. L'éducation physique, ludique et les soins de support, c'est très important pour le mental. Le suivi médical adapté au type de cancer, c'est la prévention la détection des récidives éventuelles, la correction des séquelles et leur traitement, la reprise d'une vie normale, autant que faire se peut. Or, cette notion de vie normale, elle dépend de chaque patient, de sa personnalité, de son type de cancer, de son mode de vie. Et là, je rejoins ce que la personne qui parlait de cancer du sein tout à l'heure expliquait. La vision que le patient a de lui-même, de sa maladie et de la vie est fondamentale. C'est donc une affaire de cas particulier. Je vous remercie. Oui. En fait, c'est un remerciement parce que ça fait 18 ans que je me dis je suis en rémission totale et mon médecin n'arrive pas à me dire guéri, même au bout de 18 ans. Je lui ai posé la question en colloque, on était à la tribune, il m'a dit non, je vous dirai pas que vous êtes guéri. Et je me suis toujours posé la question. Et je trouve assez joli votre sentiment subjectif de la guérison, qui suppose d'être guéri quand on n'a plus la peur de mourir. Je rajoutais la peur de mourir de son cancer. Cancer, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Excusez-moi, j'ai pas la mémoire des choses. Et peut-être quand je ne suis plus, quand je ne relativise plus. J'ai une petite anecdote. Quand mes enfants étaient petits, j'étais malade. Et vous savez, vous connaissez tous la petite fille à qui vous mettez une jolie robe, qui à 8h29 boit son chocolat, renverse son Nesquik sous sa jolie robe, alors que c'est le jour de la photo de classe. Et ben moi, j'avais un cancer et c'était pas important. Aujourd'hui, ma petite fille a 22 ans et je peux vous dire, quand elle rentre à 3h du matin et qu'elle fait du bruit, je sors du lit et je crie. Donc je n'ai plus du tout le recul que j'avais il y a 18 ans.
Et je pense que quand on ne relativise plus les choses importantes, pas importantes, etc. Évidemment, on relativise toujours, mais les petites choses importantes, quand je me suis énervée pour la première fois, je me suis dit peut-être que là, t'es guérie. Voilà. Bien. Tu veux intervenir sur la fertilité? Non. Alors sur la fertilité, ce que tu as dit, c'est très important. Le problème, c'est qu'en réalité, c'est aujourd'hui proposé de façon quasi systématique, mais dans l'annonce du cancer, qui est un vrai traumatisme majeur, souvent, les patients, ça passe au second plan et ils gomment ça et le regrettent après. C'est bien dommage. Donc là, on a un vrai effort de communication pour leur dire, ben oui, attendez, bien sûr, vous avez un cancer, mais il y a une vie après le cancer. C'est ce que l'on dit. Pensez à la suite. Et donc faites, parce qu'on a aujourd'hui vraiment les moyens de préserver la fertilité pratiquement dans tous les cas. Ça, c'est... Merci beaucoup. Alors je vous remercie infiniment d'être resté tout ce temps-là. Je crois que c'était une session très originale. Je crois que c'est la première fois peut-être que des patients interviennent à l'Académie de chirurgie. Je vous en remercie beaucoup. Je remercie tous les intervenants. Je laisse le mot de la fin à notre secrétaire général Hubert Joannet qui nous a accueillis ici. Nul doute que les rapports entre les patients et les médecins vont prendre de plus en plus d'importance, surtout que le médecin aura de plus en plus un lien social, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de caissière, quand il n'y aura plus de banquiers, quand il n'y aura plus de tout ça, il restera le médecin avec le colloque et la nécessité de parler à quelqu'un, surtout quand on est malade. Voilà, donc je pense qu'on en reparlera. Merci à vous.